Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation et cette invitation à un sujet océanique, je dirais, parce que quand j'ai lu l'ensemble des questions qui nous étaient proposées, je me suis dit d'abord, il va falloir choisir parmi ces questions, parce qu'on ne pourra pas les aborder toutes en 25 minutes, mais en même temps, il y a une hybridation entre ces questions qui me semblait intéressante dans la manière dont l'invitation était formulée. Et le film que nous venons de voir, qui traite de la question de la représentation du genre à travers l'art ou beaucoup la littérature, on pourrait parler de science-fiction aussi, hein, qui, a, qui a constitué le lieu je dirais de théâtralisation des hypothèses de pensée, de comment l'hybridation du genre pouvait se faire. Et je pense à un roman, par exemple, de Marsh Piercy qui s'appelle He, She, It, qui précisément était un des premiers romans américains à questionner l'assignation de genre, hein, d'un point de vue à la fois politique, biologique et sociologique, et qui a eu beaucoup d'impact effectivement sur les études de genre, dont Judith Butler est un peu la papesse, mais certainement pas la seule représentante dans le monde américain, parce que cette question du genre, effectivement, a tout de suite été pensée à partir des études post-modernistes de Derrida, mais surtout de Foucault, comme un lieu d'émancipation et je dirais, de modification des frontières d'assignement de genre en termes politiques, ce qui aux États-Unis a une signification peut-être encore plus forte qu'en Europe, où l'hybridation de genre au niveau du privé était pensable si elle n'était pas représentable, hein. Et donc, si on en revient à la question de la notion de genre humain, est-ce qu'elle a un avenir nécessaire? Est-ce qu'on pourrait se dire que le féminisme a précisément mis en question la notion de genre humain, un certain féminisme matérialiste, en disant eh bien le genre humain n'est pas assez inclusif puisque le genre humain se pense au masculin. Et donc le genre humain, ça ne nous concerne pas. Et donc il faut réinventer quelque chose où l'humain ne purait pas l'humanisme du XXe siècle, si je puis dire, hein. Et donc cette pensée féministe, matérialiste essentiellement, l'a mise à l'épreuve de sa capacité inclusive, hein. Comment cette notion de genre humain, qui parfois donne lieu à un relativisme débridé où on ne sait plus de quoi on parle, et on confond reproduction et sexualité, fonction du masculin et fonction du féminin, politique du masculin et ontologie féministe. Donc on ne sait plus très bien, au-delà de cette condition générique qui définit le genre humain, hein, parce que c'est quand même un terme de biologie qui définit l'homo sapiens, eh bien c'est précisément cet homo sapiens qui est en question aujourd'hui, parce qu'on nous dit penser finalement à quoi ça sert, puisque ce qui nous fait avancer, c'est calculer. Et donc pour les philosophes, c'est presque une menace, dans le sens où on nous dit l'intelligence argumentative, finalement, par rapport à la capacité de l'intelligence artificielle à répondre concrètement, de manière fonctionnelle, à des questions urgentes, concrètes, comme des diagnostics médicaux, ne serait-ce que, à quoi sert la pensée? Et donc, la question même du genre biologique, face à cette mise en question de l'homo sapiens, elle devient presque un terme historique, hein, puisqu'on ne nous parle plus de genre humain ou d'homo sapiens, mais comme l'historien qui a défrayé la chronique, on nous parle d'homo deus, hein. Mais ce rêve d'homo deus, il existait déjà chez Platon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Donc on ne sait plus très bien comment une anthropotechnique fictionnelle a pu donner naissance à de si nombreuses figures à côté
des clones, des avatars, des cyborgs et autres copies de l'humain dont on nous parle aujourd'hui et qui envahissent nos magazines comme les émissions radio ou télévisées, que je ne regarde pas, mais enfin, dont on me parle, hein, comme si l'humain réduit à cet amas de cellules démontables et reconstructibles, hein, le génome serait devenu cette espèce de jeu de Lego qu'on peut recomposer indéfiniment, eh bien, élargit cette espèce d'émancipation qui avait été apportée par le discours du genre, parce que on peut non seulement élargir les catégories de genre, hein, on dit 5, 6, et puis on en est à 60 si on entend les biologistes aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup de sens si on parle de vécu humain ou d'expérience existentielle humaine, mais néanmoins, ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça extrêmement radical finalement de reparler de genre humain aujourd'hui, parce que cette notion de genre humain semble ne plus être assez inclusive pour que les catégories masculin et féminin déjà puissent y coexister. Et cette volonté de coexistence, moi c'est ce que j'ai connu comme jeune femme qui était intéressée par les questions de féminisme quand je devenais un sujet agissant, hein, et qu'il fallait se définir par rapport à un monde politique où les rôles du féminin et du masculin dans les années 80 étaient encore assignés. Hein. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais m'interroger sur le fait que cette notion de genre humain, elle offre une reconnaissance à l'ensemble des catégories biologiques de l'humain, certes, mais c'est précisément cette vision biologisante qui trouble le genre et qui requiert de repenser ce qu'humain veut dire, sans que cette expression puisse être ressentie comme violente par ceux qui ne s'y sentiraient pas reconnus dans leur spécificité ou leur singularité de sujet. Et c'est parce que les mouvements féministes ont récusé, avec raison, et c'est peut-être le moment le plus important du féminisme pour moi, cette hiérarchie biopolitique des sexes, hein, et la notion de genre humain fait que ça exige de repenser cette notion dans le contexte biotechnique dans lequel nous avons à redéfinir la signification de la pluralité des genres. Alors, il faudrait analyser, au-delà des difficultés que pose la notion classique de genre humain, la tension existante entre les pluralités de visées féministes. Je veux dire, en France notamment, il y a une guerre entre les féminismes qui amène à un chaos qui ne permet pas justement des décisions politiques cohérentes. Et ce qu'a peut-être apporté la traduction des textes de Judith Butler en France et en Europe, autour de la question du genre, dans Troubles dans le genre ou dans Défaire le genre, c'était de questionner précisément la cohabitation ou la nécessité du refus d'un genre humain qui ne soit qu'identitaire. Donc on pourrait dire que ça c'est le projet, et puis après on pourrait analyser si ce projet a pu être ou peut être réalisé. Il s'agira donc de questionner cette notion de violence qui pouvait inclure une définition qui se voulait universaliste et abstraite du genre humain, pour lui donner justement une définition qui soit plus bottom-up, hein, qui parte du vécu, hein, des sujets comme on a pu le voir avec l'artiste Smith, et cela dans un contexte biopolitique où le Vatican pouvait dire encore qu'il est très soucieux des droits humains, mais que l'homosexualité est une atteinte à l'humain. Et ce qu'il dit en substance, c'est que les êtres humains homosexuels, nous dit Judith Butler, détruisent l'humain de fait de leur homosexualité, et que les droits reconnus aux êtres humains ne doivent donc pas leur être accordés. Elle cite un texte dans Humain, Inhumain, et l'opposition à une supposée idéologie gender révèle, selon Butler, précisément la crise d'une certaine universalité qui repose, nous dit-elle, sur une forclusion. Et là, je laisserai
notre ami psychanalyste répondre à cet argument, quelque chose qui doit rester en dehors de l'universel pour qu'il fasse sens. C'est-à-dire que c'était un argument d'Ingarden, en phénoménologie aussi, de dire que, bien, par exemple, je peux entendre une multiplicité d'interprétations de morceaux de musique, mais le critère qui me dit que c'est le même morceau de musique, c'est que je puisse le reconnaître. Je peux avoir une interprétation jazzy ou classique d'un morceau de musique, mais je dois pouvoir le reconnaître. Et là, on est arrivé à un tel élargissement du concept qu'il a perdu toute signification. Et c'est là, dans la perte de signification, que peut émerger une forme de violence qui nous mène, selon certains, à l'Anthropocène, ou en tout cas à questionner le fondement de la légitimité des discours qui seraient, dès la Bible, présentés comme les rôles genrés de la reproduction, qui seraient immuables selon les créationnistes, par exemple, ou le darwinisme, qui a eu à subir ce genre d'attaque, car il déplaçait lui aussi les doxas en interrogeant le fondement des vérités ontologiques ou métaphysiques de son époque, ce qui mène toujours à des formes de pensée totalitaire, justement par allergie à l'altérité. Et c'est cette allergie à l'altérité qui, nous le savons depuis Arendt, est aussi une allergie à l'incertitude, à l'incapacité de définir. Et donc, je ne prendrai pas le risque de définir le genre humain, parce que précisément, nous sommes dans une période d'hybridation de ces définitions. Et si Butler s'est intéressé à défaire les conceptions normatives, restrictives de la vie genrée, afin de, dit-elle, de rendre la vie vivable, et quand elle parle de la vie vivable, elle pense à toutes les minorités exclues, ce qui est une espèce d'argument, disons, généreux mais un peu facile. Elle est pourtant accusée d'être la prêtresse de la désappartenance, des instabilités et du nominalisme extrême. Et c'est face à ces accusations qu'on aurait peut-être envie de défendre certaines de ces positions, parce que ce qu'elle nous donne à penser quand même, c'est cette allergie à la plasticité du corps, ou cette allergie à la corporéité en général. Et nous sommes dans les ères du silicium, je dirais, de plus en plus allergiques à la corporéité, parce que la corporéité reste une promesse de mortalité, alors que le silicium est une promesse d'immortalité. Et je racontais à Sabine qu'un collègue très sérieux et un chef d'un laboratoire me disait, mais écoute, moi j'échangerais demain, tout de suite, si je peux, un corps silicium éternel pour mon corps biologique défaillant. Et donc cette allergie à la vulnérabilité et à la corporéité, c'est une nouvelle utopie, et une utopie a toujours une face de dystopie qu'il faut pouvoir anticiper, qui ne doit pas nous mettre dans le faux débat technophobe ou technophile, mais qui interroge sur une nouvelle ontologie à penser de l'humain, pour rompre avec l'idée fixiste d'une loi et de la réinstitution de lois subjectives qui seraient la condition pour donner forme à une parenté future. Alors on n'arrête pas d'avoir, enfin en tout cas de tenter de faire des lois de bioéthique qui n'aboutissent pas d'ailleurs, parce que c'est très difficile d'avoir un consensus sur ces questions aujourd'hui, en France notamment. En Belgique, je dois dire, on a fait ça de manière assez consensuelle, mais dans le consensus mou. Et ça serait intéressant de pouvoir comparer, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que Butler, par exemple, ou les mouvements autour du gender dénoncent une dialectique négative qui contribue à alimenter la croyance qu'une organisation sociale invariante de la sexualité, celle qui est encore revendiquée par des philosophes comme Sylviane Agacinski, que cite... Oui, voilà, bon... soyons généreux, qui écrit
hein, que l'homoparentalité est contre nature. Moi, je voudrais bien qu'on me définisse aujourd'hui la nature. Hein. On est dans la crise des naturalismes, mais dire que l'homoparentalité est contre nature et qu'elle menace donc la culture. Hein. Donc on est encore dans cette opposition que les anthropologues ont dépassée depuis bien longtemps, alors qu'on doit penser l'hybridation de la nature et de la culture aujourd'hui, hein, qui implique aussi une hybridation, bien sûr, des fonctions du masculin et du féminin. Et c'est précisément, en effet, la fonction d'institutions comme l'Église de maintenir le récit de l'invariance. Mais si c'est la fonction de l'institution, quelle est la fonction du politique ? L'incapacité, par exemple, du structuralisme à prendre en compte les systèmes de parenté qui ne se confirment pas à son modèle est dénoncée aujourd'hui comme anachronique. Hein. Et c'est en effet ce qui nous intéressera si on pense la loi entre le juridique et le symbolique, mais je laisserai cette question plutôt à Sabine tout à l'heure. Mais c'est la question que pose Judith Butler dans Gender Trouble, qui est le rapport de la norme aux diverses instances de la loi juridique et la reconnaissance sociale de choix alternatifs au modèle de reproduction sociale est beaucoup plus exigeante que la simple assimilation passive à un ordre social ou biologique majoritaire, ce qu'on enseigne quand même encore dans les écoles et même dans les universités. Et ce modèle de la reproduction sociale, eh bien, il ne nous prépare pas au futur du genre humain, parce qu'il nous le rend totalement illisible. Et donc, quand dans Humain-Inhumain, Butler se prononce sur le phénomène de rejet provoqué par le mariage pour tous, elle radicalise déjà les positions qu'avait prises Lucy Irigaray sur la différence sexuelle et la répartition disjonctive des sujets entre masculin et féminin qui sont au cœur de la structure du mariage, comme institution, là encore. Mais la visée était d'instaurer les conditions d'une certaine homogénéité dans la reproduction et l'évitement d'un métissage social ou biologique qui nous fait revenir à la question de l'allergie à l'altérité dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas que la question du genre me semble dépassée, mais l'opposition à la perspective inclusive du gender dont nous avons parlé me semble tout le moins disproportionnée, si ce n'est même fondée sur une guerre sémantique, hein, autour de la norme et du désir en termes d'identité de genre, si on ne s'y saisit pas les enjeux identitaires qui reposent sur un malentendu ou sur le refus d'entendre une demande d'inclusion, de reconnaissance sociale parfois, qui menacerait d'altérer le sens donné au mot sacré du mariage ou le déterminisme biologique comme fondement des normes sociales. Et là, on voit qu'on est dans une confusion des genres, mais au sens, je dirais, quasi grammatical du terme, fondée sur une mise en danger par des groupes minoritaires qui mettraient sur la place publique les coulisses d'un inconscient symbolique dans ses failles même. Et j'ai essayé de montrer dans d'autres travaux sur Donna Haraway, qui est finalement beaucoup plus radicale que Judith Butler sur ces questions, étant biologiste elle-même, que le conflit qui existe au sein du féminisme, et qui a été représenté en France surtout par Françoise Héritier peut-être, qui maintient en effet l'idée que c'est l'observation de la nature qui a conduit les humains à penser l'organisation du monde, hein, comme si elle découlait de manière synchronique d'une représentation, etc., en dualité à partir de cette division masculin-féminin, et qui signalait déjà un débat houleux au sein des féminismes qui ne peut devenir raison d'État, fût-elle raison alternative. Et donc là, il y a un enjeu de société qui est aussi un enjeu épistémologique de taille. Comment inviter à la fois l'universalisme abstrait, hein, ou
le masculin et le féminin sont confondus, mais dans une hiérarchie, et le relativisme totalement irrationnel qui nous dit que il existe 60 genres biologiques et que donc cette division n'a pas de sens. Alors, ça pose la question qui suggère une autre forme d'allergie, c'est l'association entre les gender, la question du gender et le cosmopolitisme politique. Et donc, cette question du cosmopolitisme politique, elle existe en littérature, et moi je l'ai associée à d'autres questions politiques qui sont abordées de manière parallèle dans Proust entre son homosexualité et son judaïsme, parce que dans Sodome et Gomorrhe, par exemple, Proust avait mis en scène cette connexion entre l'être juif et l'être homosexuel, et il dénonçait avec subtilité la même haine de l'autre que soi. Il établissait dans Sodome et Gomorrhe le lien avec le cosmopolitisme de résistance dans les années 30 face à l'affaire Dreyfus, ayant compris que l'homosexualité était déjà une histoire biopolitique. Donc, quand nous sommes dans ce débat sur la notion de genre, qui réveille des crispations identitaires qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui face à une résistance ou une adhésion utopique aux biotechnologies, eh bien, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il est important de revenir à de véritables arguments philosophiques. Et moi, le concept qui a été très important pour moi, parce que je suis lévinassienne, en tout cas j'avais fait ma thèse sur Lévinas, était le concept de séparation liante. C'est-à-dire qu'il fallait maintenir une séparation entre les catégories, mais pouvoir, à partir de cette séparation même, établir un lien et non pas simplement un renversement. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans une critique qui me semble plus radicale que la question de ce qu'on appelle les études de genre, c'est de repenser, alors je vais dire une phénoménologie du féminin, mais je pourrais dire simplement une description de qu'est-ce que pourrait être une ontologie au féminin qui ne décrive pas le féminin comme une catégorie biologique, mais une catégorie existentielle, je dirais, pour ne pas dire ontologique. Et ce concept de féminin apparaît chez Lévinas très tôt dans son œuvre, dans Le temps et l'autre, mais aussi dans Totalité infinie. Mais dans Totalité infinie, Catherine Chalier, que vous avez dû entendre ici, montre, il y a un côté un peu machiste, caricatural dans les représentations de l'accueil, de la fécondité, etc., en tout cas à première lecture, mais que ces concepts, quand ils ont été critiqués, notamment par Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, qui a fait une lecture très attentive du temps et l'autre et qui disait non, on ne veut pas une ontologie du féminin. On veut garder l'ambiguïté entre masculin et féminin. Lévinas a répondu. Il a répondu aussi bien à Beauvoir qu'à Derrida sur cette question, en révélant une espèce de dynamisme discursif de cette notion de féminin, qui me semble extrêmement importante aujourd'hui, parce que précisément, ce qu'il y a dans la phénoménologie de Lévinas, c'est aussi une phénoménologie de la corporéité qui dit quelque chose de la puissance de la vulnérabilité. Non pas de la vulnérabilité larmoyante, plaintive, des sous-catégories minoritaires à défendre, mais bien au contraire, quelque chose qui nous dessille sur l'utopie d'un dépassement de la corporéité. Et qui nous protège, je dirais, du désir
du désir d'un corps hybride, biologie, silicium, qui revient finalement à l'homme-machine de Descartes, hein, qui voudrait maîtriser la nature au point d'échapper à sa condition. Et pour Lévinas, c'est un projet politique. La notion de féminin est un projet politique parce que lui donner sa dimension phénoménologique, c'est aussi nous guérir de l'altérité. Et dans altérité, il y a aussi altération. Altération, c'est-à-dire l'allergie au visage aride, comme il dit si joliment, à ce qu'on appelle aujourd'hui en biologie l'oxydation de nos protéines, hein, pour ne pas parler justement de vieillissement, parce que précisément le rêve contemporain du genre humain, c'est d'échapper à la maladie, à l'altération et certainement à la mort. Alors donc, ce qui pourrait paraître comme un discours post-humaniste sans intérêt, quand on regarde concrètement la recherche médicale aujourd'hui, on se rend compte que ce storytelling est entré non seulement dans les représentations de la biologie, mais dans le discours médical lui-même. Hein, et qu'aujourd'hui, on a des discours, peut-être que je vais parler des organoïdes de cerveau, alors je ne sais même pas si ça dit quelque chose, c'est simplement, comme on a déplacé les embryons dans les boîtes de pétri et qu'on a mis, on a ouvert la boîte de Pandore de la séparation reproduction-sexualité. Aujourd'hui, dans une boîte de pétri, vous pouvez avoir jusqu'à 5 mini-cerveaux qui ont des fonctions, nous dit-on, similaires au cerveau humain et qui seraient tellement merveilleux de pouvoir associer à nos robots pour arriver à un méliorisme du genre humain. Alors, ce qui semblait être un discours de science-fiction lorsqu'on regardait des films comme Blade Runner ou quoi encore maintenant, enfin bon, les films de science-fiction qui avaient au moins l'intelligence d'introduire de l'ambiguïté ou du doute, eh bien, deviennent des projets financés par le NIH, par des grandes universités chinoises, etc., qui fait que cet avenir, si nous ne le pensons pas du genre humain, il se fera sans nous. Voilà. Et alors, que peut la philosophie face à ça? Eh bien, moi, je fais de la résistance, disons, avec le concept de féminin, qui pour moi est une invitation à repenser la signification civilisationnelle de la natalité, de la fécondité, de la nécessité de penser non pas la biologie de la reproduction, mais la signification de la reproduction dans ce qu'elle évoque. Et je dois conclure. Alors, je dois conclure, mais évidemment, je ne peux absolument pas conclure sur cette question. C'est juste une invitation à penser le féminin comme cette altérité qui pourrait accueillir l'altération, parce que, au-delà de nos capacités biotechniques, ce qui me semble important du point de vue philosophique, c'est une intrigue éthique, hein, celle qui articule d'abord, nous dit Lévinas, de manière non intentionnelle. Alors, ça veut dire au-delà de notre volonté, parce que ce n'est pas un dualiste, il ne sépare pas corporéité et esprit, mais il y a d'abord cette invitation, malgré nous, au bien, dit-il, hein,
qui, au-delà de l'incapacité des institutions sociales et politiques à le faire, eh bien, le projet éthique se conjugue à un nous politique, mais il ne peut le faire que si nous sommes capables de penser l'éthique comme première. C'est-à-dire que l'alternative serait d'accepter cette vulnérabilité du sujet non pas comme un fatum, comme un destin, mais comme une ouverture au temps de l'autre. Et cette vulnérabilité commune, qui reste l'horizon de nos choix, le fondement de notre responsabilité, nous dit-il, eh bien, elle articule les moments du féminin et du masculin comme fécondité du temps et peut-être comme avenir du genre humain. Je vous remercie.